Dans cette histoire, notre protagoniste a connu une fin particulièrement brutale, pour finalement se réincarner dans le corps d'un gobelin. Et comme nous le savons tous, les gobelins sont loin d'être des créatures puissantes. Ils n'existaient que pour que les humains puissent les massacrer et farmer des points d'expérience. Et c'était exactement le destin qui attendait les gobelins dans ce monde. Mais comme le protagoniste en avait plus qu'assez de se laisser marcher sur les pieds, il a décidé de s'entraîner. Ayant tant souffert par la faute des humains, il a juré de tous les anéantir. C'est ainsi qu'il a commencé à devenir plus fort, dans le seul but d'accomplir sa vengeance. Notre protagoniste était occupé à aiguiser sa dague, d'autant plus qu'il venait de s'en servir pour éliminer un groupe d'aventuriers. De l'intérieur, tout ce que notre protagoniste pouvait entendre, c'était le cri d'une femme. Il finit par dire à ses compagnons que les humains à l'intérieur de la grotte n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé dans le camp à l'extérieur. Pour cette raison, il devait y entrer et achever ces humains. Après tout, les humains n'étaient rien d'autre que la pire des racailles. À l'intérieur de la grotte, une jeune Coréenne qui avait été invoquée dans ce monde était ligotée. Elle s'appelait Jang, et elle venait de Séoul, en Corée du Sud. Et le gars pouvait réellement lire sa carte d'identité. Ils sont même surpris d'avoir trouvé une autre Coréenne, tout comme eux. Alors qu'ils s'approchent de la fille, l'un des pervers dit que ça faisait un bail qu'il n'avait pas vu une fille aussi jolie. Il n'arrête pas de lui dire qu'elle ferait mieux d'accepter de s'amuser un peu avec eux. Ouais. Je pense que vous avez tous une idée très précise de ce qu'ils cherchent. Pas vrai? Après avoir ramassé la tête du petit ami de la fille, ils lui disent qu'elle a juste manqué de chance en étant invoquée avec lui. En voyant la tête de son petit ami, la femme se met à pleurer dans un désespoir total. Le traumatisme était si intense que la fille a fini par s'évanouir. L'autre bandit traite son partenaire d'idiot et lui fait remarquer que les femmes humaines de la Terre étaient beaucoup trop fragiles. Ils acceptent de s'amuser avec elle tant qu'ils n'abîment pas son joli petit visage. L'un d'eux fait même la remarque qu'elle est la plus belle femme invoquée récemment, d'autant plus que les autres étaient plutôt banales. Les types commencent à comploter sur ce qu'ils vont lui faire exactement. Cependant, ils entendent une voix inconnue dire qu'ils étaient tous répugnants et qu'ils ne méritaient même pas qu'on les regarde. Immédiatement, ils se retournent pour voir qui a dit ça, et ils tremblent déjà de peur. En lançant sa dague en l'air, notre héros a déclaré que les humains étaient plus sales que des bêtes. Les aventuriers n'avaient aucune idée de la raison pour laquelle le gobelin parlait leur langue. Attendez, ce gobelin parle la même langue que nous. Avec un regard glacial, notre héros a dit qu'il allait se débarrasser de cette ordure sur le champ. À cet instant précis, il projette sa dague en avant. La lame a été bloquée par la main de l'aventurier, qui s'est mis à hurler de douleur, et demande même si le gobelin a fait tout ce chemin pour capturer la fille. Ils étaient loin de se douter que tous leurs compagnons à l'extérieur avaient déjà cassé leur pipe. La pauvre femme pleurait à chaudes larmes. Tu parles d'une fille malchanceuse, de se retrouver réincarnée dans ce monde maudit. Ces aventuriers ont levé leurs épées et ont chargé droit sur notre héros. Cependant, il tenait sa dague avec une grande fermeté. Après avoir esquivé cette attaque, l'aventurier a laissé sa garde grande ouverte. L'homme essaie de repérer le gobelin, mais notre protagoniste le frappe alors de sa lame. Et d'un seul coup, la jambe du gars est tranchée en deux, il s'effondre au sol et se met à hurler d'agonie. Notre protagoniste s'approche alors calmement pour l'achever. Son partenaire se met à trembler de tous ses membres, demandant comment un simple gobelin a bien pu faire ça. La femme a repris connaissance et a commencé à recoller les morceaux de ce qui se passait. Avec un regard malveillant, le gobelin annonce qu'il va tous les exterminer, puisqu'il aimait en commettre des atrocités. L'aventurier commence à balancer son épée dans tous les sens. Mais c'était loin d'être suffisant pour espérer toucher notre héros. Hurlant de terreur, il ordonne au gobelin de reculer. Pourtant, notre protagoniste finit par bondir en avant et plante ses deux pieds directement dans la poitrine de l'aventurier. Ce gobelin faisait preuve d'une agilité impressionnante, et l'humain est projeté en arrière. Il finit par s'écraser lourdement près de la femme. La pauvre fille essayait de comprendre si ce gobelin était un ami ou un ennemi. À ce moment-là, cette lâche ordure a commencé à supplier pour sa vie, promettant d'abandonner toutes les richesses du groupe juste pour s'en sortir vivant. Il va même jusqu'à dire qu'il formera une alliance avec les tribus de gobelins et jure de ne plus jamais les attaquer. Cependant, le gobelin nain n'avait rien à faire de ces absurdités, et notre protagoniste finit donc par abattre cet humain pour de bon. Le type était déjà sans vie, et le gobelin fit tout de même remarquer qu'il était inutile de faire de fausses promesses, les humains n'étant tout simplement pas dignes de confiance. Juste après ça, il finit par poser son regard sur la femme. Elle tremblait de tout son corps, convaincue qu'elle allait elle aussi être tuée. Il retire sa dague du corps de l'humain, et elle commence à le supplier de l'aider. Serrant sa lame, il s'approche de la femme et lui demande même si c'était elle qui hurlait depuis tout à l'heure, ajoutant qu'il avait entendu ses cris de l'extérieur. Mais au lieu de la tuer, il finit par trancher ses liens pour la libérer. La fille lui demande s'il est coréen, et il confirme que oui, mais lui explique aussi qu'il n'est plus humain et qu'il vit désormais comme un gobelin. Néanmoins, elle continue de pleurer, affirmant qu'il lui a sauvé la vie et qu'il doit donc être quelqu'un de bien. Mais il lui ordonne aussitôt de se taire et déclare qu'il n'a jamais cherché à la sauver pour commencer. Elle le supplie de l'aider, expliquant qu'elle n'est arrivée dans ce monde qu'il y a quelques jours et qu'elle avait déjà été capturée et réduite en esclavage. Elle lui explique également que ces hommes n'étaient que des sous-fifres et que les humains de ce monde étaient bien plus monstrueux. Notre protagoniste lui répond qu'il le sait déjà très bien,
et que son but est de détruire le mal qui existe dans ce monde. Il la prévient même que le monde où ils se sont réincarnés n'est rien de moins qu'un véritable enfer. La femme se remet à pleurer, disant qu'il n'arrête pas de répéter que ce monde est un enfer, sans jamais lui avoir expliqué comment elle s'y était retrouvée. Le gobelin lâche un rire et lui dit qu'elle est probablement morte dans son monde d'origine avant d'être envoyée dans cet enfer. Il lui demande même si elle a vu des fenêtres système lui confiant des missions, mais la fille répond que non. Cependant, à cet instant, elle se concentre plus attentivement et réalise que des fenêtres système apparaissent réellement devant elle, ce qui la pousse à demander ce que cela signifie. Goro explique que si elle accomplit les missions proposées par le système, elle deviendra plus forte, s'adaptera à ce monde et recevra d'excellentes récompenses. Il se retourne et lui annonce qu'elle devra survivre par ses propres moyens à partir de maintenant. Mais elle le supplie désespérément de ne pas l'abandonner, et avoue qu'elle est terrifiée à l'idée d'être seule. Cependant, il ne ressentait que du dégoût pour les humains, et en dégainant sa dague, il la prévint de ne plus jamais le toucher. Mais elle était complètement désespérée, les amis. Imaginez être projeté dans un monde inconnu et que tout le monde essaie immédiatement de vous réduire en esclavage. Pire point de spawn possible. Il la traite même d'idiote et déclare qu'il ne veut plus jamais revoir son visage, répétant que son objectif est d'éradiquer chaque humain, car l'humanité elle-même était la source de toute souffrance. Mais la pauvre femme n'avait absolument rien à voir avec tout ça. Pas vrai? Elle fond en larmes et le supplie de l'aider, lui demandant pourquoi il cesse de donner la peine de la sauver s'il n'avait jamais eu l'intention de l'aider par la suite. La scène fait ensuite un bond de plusieurs années dans le passé, à l'époque où il venait de se réincarner dans ce monde en tant qu'humain. Il avait perdu son frère, qui venait d'être assassiné sous ses yeux. Une soldate fait son apparition, et notre protagoniste, toujours sous sa forme humaine, se lève et lui demande pourquoi ils ont fait une chose pareille. Cette soldate s'appelait Yuri, et elle portait le titre de l'épée sacrée. Notre héros lui rappelle qu'elle avait promis de protéger son village, mais qu'il avait plutôt trahi tout le monde. En plein désespoir, il lui demande une fois de plus pourquoi ils ont fait ça. En dégainant son épée, la femme déclare que leur objectif avait déjà été atteint, et que les villageois n'étaient plus d'aucune utilité. Puisqu'il avait tué l'un de leurs alliés, il serait lui aussi exécuté comme un traître. Yuri agissait sous les ordres de Tsuji, un commandant de l'armée, et c'est ainsi qu'elle finit par tuer notre héros. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait subi une telle trahison, et finit par mourir comme s'il était le traître. Peu importe ce qu'il faisait dans ce monde, il y avait toujours quelqu'un pour essayer de profiter de lui. Et tandis qu'il gisait là, agonisant, mourant à petit feu, il jura qu'il obtiendrait sa vengeance. Il massacrerait de ses propres mains chacun de ces répugnants humains. Et c'est ainsi qu'il a été réincarné une fois de plus dans le même monde, mais cette fois en tant que gobelin. Il a demandé à la fille si elle voulait vraiment savoir pourquoi il détestait tant les humains. Avec un rire amer, il déclare que chaque humain est pire que des ordures et ne mérite pas de vivre. Maintenant qu'il possédait la peau verte d'un gobelin, il a juré de se venger de tous ceux qui l'avaient fait souffrir. Le mec a changé de classe et a choisi un build de pure vengeance. Des bulles commencent à remonter à la surface d'un lac, et c'est là que Goro s'est réincarné dans le corps d'un gobelin. Il ne comprenait pas pourquoi il était encore en vie. En regardant son reflet dans les eaux, il s'est rendu compte que son apparence avait complètement changé. À cet instant, il a compris qu'il s'était réincarné dans le même monde, et qu'il devait trouver Tsuji pour se venger. Cependant, son corps de gobelin était minuscule et extrêmement faible. Soudain, un cercle magique est apparu sous lui. Goro s'est tout de suite demandé ce qui se passait, et a vite compris que son corps devenait plus fort. Un chaman est apparu en prononçant des mots qu'il pouvait à peine comprendre. Naturellement, Goro a pris un peu peur. Le chaman s'est ensuite présenté, disant qu'il s'appelait Morgzul. Il officiait comme le chaman des guerriers. Puisque Goro venait à peine de se réincarner, il allait recevoir un nouveau nom, et c'est à ce moment-là qu'on l'a baptisé Goro, les amis. Le chaman lui a personnellement accordé ce nom. Pour les monstres, recevoir un nom était extrêmement important car cela les rendait plus forts. Notre protagoniste demande ce que ça signifie exactement et s'il appartient désormais à la tribu des peaux vertes. Après ça, il a commencé à massacrer de nombreux humains. Mavi fait remarquer aux autres gobelins que Goro n'arrive tout simplement pas à se retenir quand des humains sont impliqués. Elle avoue même tomber un peu plus amoureuse de lui chaque jour, et que Goro finira par être son homme. On dirait que quelqu'un a débloqué la route romantique sans même faire exprès. Elle a fini par rassembler plein d'autres gobelins pour en faire ses partisans, et c'est comme ça qu'il a gagné en influence au sein de son propre clan. De retour au présent, il dit à la fille humaine qu'il lui laisse la vie sauve car il a changé Davis et ne voit aucune raison de la tuer. Désespérée, elle lui demande s'il y a la moindre chance qu'elle puisse rester à ses côtés. Elle affirme même qu'elle ferait tout ce qu'il lui demanderait. En riant doucement, il lui demande si elle a vraiment le courage de le suivre, sachant qu'il est un gobelin cruel et maléfique. Mais la fille insiste sur le fait qu'il n'est pas un monstre. Il n'a tué ces humains que parce qu'ils lui faisaient du mal. De plus, elle n'avait plus personne d'autre sur qui compter. C'est pour ça qu'elle voulait son aide. L'homme pose doucement sa main sur sa tête et lui dit qu'elle a l'air bien trop innocente. Elle ne devrait pas faire confiance aux gobelins si facilement, car ils peuvent aussi être cruels. Il hausse même le ton pour lui dire d'arrêter d'insister, car il ne changera pas Davis et ne s'occupera pas d'elle. Il lui explique aussi qu'elle n'est pas la seule personne invoquée dans ce monde, puisque des gens de la Terre y sont fréquemment amenés. Lui-même a déjà été invoqué 2 fois.
Il lui conseille de chercher une des villes habitées par des personnes invoquées, car elle pourrait y trouver refuge. L'homme lui tend alors une dague. Elle demande ce que ça signifie, et il lui répond qu'elle devrait utiliser cette arme pour se protéger car d'autres humains pourraient essayer de la kidnapper. Même si elle ne peut tuer personne avec une si petite lame, ça pourrait lui faire gagner assez de temps pour s'enfuir. Avant de partir, il la prévient que s'il se recroise et qu'elle continue de l'implorer de l'aider, il se fera un plaisir de la tuer lui-même. La seule chose qu'elle voulait, c'était connaître son nom. L'homme prend une grande inspiration, tentant désespérément de rester patient. Il lui dit alors qu'il s'appelle Goru, le grand réceptacle. C'était le titre qu'il avait reçu. Plus tard, il retourne à la grotte et reprend son travail. Mavi lui demande pourquoi il a laissé cette humaine s'échapper, et se demande s'il s'était pris d'affection pour elle. Elle lui demande même pourquoi il prétendait toujours vouloir tuer tous les humains, pendant qu'il reste là avec une expression blasée. La fille était visiblement jalouse et lui demande même pourquoi il lui a donné la dague. Goru répond simplement que tuer cette femme ne servait à rien car elle était faible et totalement inutile. Mavi tombe sous le charme et dit que son homme ne combat que des adversaires dignes de ce nom. Pendant ce temps, Goru n'a vraiment pas l'air très intéressé par Mavi, les amis. Le mec est marié à sa vengeance à ce stade. Pleine d'excitation, Mavi le questionne sur la puissance de l'épée sacrée, la commandante qu'il a tuée dans sa vie antérieure. Dès qu'il entend ces mots, il devient furieux et répond que tout ce qu'il veut, c'est l'affronter. Cependant, ce n'était pas une adversaire qu'on pouvait vaincre facilement. En entendant ça, Mavi prend peur car l'expression de Goru avait complètement changé. Il avait travaillé incroyablement dur pour protéger son petit frère, et cette femme est tout simplement venue détruire son village. Il explique tout ça à Mavi, et lui dit que ce n'est pas une simple vengeance, mais quelque chose de bien plus grand. Cette femme lui a pris tout ce qu'il avait, et il a bien l'intention de lui faire la même chose pour qu'elle finisse par regretter ses actes. Il ferait absolument tout, littéralement tout, pour accomplir sa vengeance. Et après avoir entendu ces mots, Mavi prend peur. Elle lui répond qu'elle comprend tout à fait maintenant. Consumé par la haine, il déclare qu'il fera payer cette femme. Elle regrettera d'avoir attaqué son village et de lui avoir arraché ce qui comptait le plus pour lui. Il anéantira la moindre chose qu'elle possède. Alors qu'il poursuivait son discours empli de rage, des larmes ont commencé à monter aux yeux de Mavi. Elle s'est même effondrée au sol, morte de peur. À cet instant, il s'est rendu compte qu'il était allé trop loin et s'est excusé. Elle lui avoue que Goru est terrifiant, et qu'elle a peur de son homme quand il se comporte ainsi. S'excusant à nouveau, il explique que toute cette haine n'est pas dirigée contre Mavi, mais contre la femme qu'il a tuée dans sa vie passée. Ensuite, il lui demande de rassembler tous les autres gobelins pour qu'ils puissent aller voir le chaman. Quelque temps plus tard, il se tenait au sommet d'une montagne. Il restait plongé dans ses pensées tout en regardant en bas. Il a remarqué que la Coréenne avait enfin quitté la grotte et fuyait désespérément à travers la forêt. Il ouvre sa fenêtre de statue et constate que sa mission consiste à éliminer 30 humains, et qu'il en a déjà tué 29. S'il traquait cette femme, sa mission serait accomplie. Depuis qu'il était devenu un gobelin, il accomplissait ses missions et devenait de plus en plus fort. À ce moment-là, quelqu'un a interpellé Goru, c'était Mavi. Elle lui annonce que tout le monde est rassemblé et lui demande quelle doit être leur prochaine action. La fille a littéralement fait tout ce qu'il lui a dit de faire, les amis. Le protagoniste explique que plusieurs personnes se sont échappées lors de l'embuscade, et qu'elles finiront par revenir avec des renforts. Puisque ces humains allaient revenir avec plus de soldats, ils devaient se préparer pour tous les exterminer. Pour cette raison, ils retournent dans la grotte afin de tendre un piège. Ils se mettent à transporter plusieurs caisses, et Mavi commente que le plan de Goru est vraiment brillant. Goru s'irrite rapidement et lui dit de faire attention à ces boîtes car elles contiennent des explosifs. Ouais, les faire tomber transformerait ça en un speedrun très court. À cet instant, un autre gobelin apparaît et appelle le chef. Il annonce qu'il a terminé tout ce que Goru avait ordonné. Ils avaient placé de nombreux pièges un peu partout dans le couloir. Goru leur dit qu'ils ont fait un excellent travail. Cependant, il leur dit d'arrêter de l'appeler chef, car il n'est pas du tout leur dirigeant. Mais le gobelin explique que tout le monde considérait déjà Goru comme leur chef, car ils avaient vu à quel point il était vraiment puissant. Ils ont même précisé que la force était la chose la plus importante chez les gobelins. Bientôt, tous les gobelins se mettent à appeler Goru leur chef et déclarent qu'ils obéiront au moindre de ses ordres. Mavi, complètement folle amoureuse, dit qu'elle accepte elle aussi Goru comme son chef, et l'appelle même son homme. À cet instant, un des gobelins arrive avec une nouvelle, les humains sont déjà de retour. Très bien, tout le monde. Il est temps de se préparer pour le combat. Tout le monde devait se cacher. Il dit à Mavi qu'il va avoir besoin de son aide. La fille était une excellente archère et dit à son homme qu'il peut compter sur elle. Très bien, tout le monde. La vengeance commence maintenant. Certains des humains qui s'étaient échappés lors de la bataille précédente étaient en effet revenus avec des renforts. Ils mentionnent avoir entendu des bruits de gobelins venant de l'intérieur de la grotte et disent qu'ils doivent venger les humains qui sont morts. Cependant, l'un des hommes se met en colère et demande si c'est une sorte de blague que tant d'humains soient morts à cause de gobelins ordinaires. L'aventurier survivant se souvient de notre héros et dit à son compagnon que ces gobelins ne sont pas des monstres ordinaires, mais l'homme blond refuse de le croire, affirmant que les gobelins sont des créatures faibles et pathétiques, avant de pousser l'autre aventurier au sol. Il se retourne et compte le nombre de soldats qu'il a amenés avec lui,
affirmant qu'ils sont plus que suffisants pour exterminer chaque monstre. Cependant, ils préféreraient capturer le chef gobelin vivant car ils ont découvert qu'il pouvait parler la langue humaine. Alors que le vice-capitaine donnait des ordres, une flèche lui transperça soudainement la tête. Ouais. Le chronomètre de réapparition s'est lancé immédiatement. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais autant soutenu des gobelins auparavant. Bien que quiconque ait regardé Goblin Slayer ait probablement des flashbacks en ce moment. L'homme s'est effondré au sol et a hurlé de douleur. Après avoir vu son compagnon être touché, l'un d'eux demande comment une flèche est soudainement apparue de nulle part. L'aventurier pointe du doigt la fille et dit que c'est elle qui a tiré. Mavi se prépare et décoche plusieurs autres flèches. Une flèche frappe la jambe d'un aventurier, le faisant s'effondrer en hurlant à l'agonie. Elle les insulte en les traitant d'humains ignorants. Elle parle en utilisant la langue humaine puis s'enfonce plus profondément dans la grotte. Les soldats réalisent que les gobelins peuvent vraiment parler la langue humaine, et ils admettent que l'aventurier disait la vérité. En conséquence, ils se mettent tous à courir après la fille. Elle se rend compte qu'il tombe directement dans le piège et saute par-dessus le collet qu'il avait préparé. Elle était extrêmement rapide et a réussi à creuser la distance entre eux. Alors qu'il poursuivait Mavi, il continuait à l'insulter avec toutes les malédictions qui leur passaient par la tête. Cependant, il s'approchait d'une ligne presque invisible. Une fois qu'elle a rejoint Goro, elle lui dit que tout s'est déroulé comme prévu et que les humains la suivent. Notre protagoniste déclare que c'est maintenant à son tour, et Mavi commence à célébrer. Le chef des humains commence à se douter qu'il pourrait s'agir d'un piège. Rien que de s'imaginer mourir d'une manière aussi humiliante le remplit de peur. Après tout, être tué par un simple gobelin serait l'ultime disgrâce. Les soldats ont fini par traverser le piège, ce qui a immédiatement allumé la mèche des explosifs. Le chef reste là, essayant de comprendre ce qui se passe. À ce moment-là, il remarque plusieurs barrières faites de bois et de pierre. C'étaient des structures que les humains utilisaient souvent lors d'embuscades de tranchées. L'homme se demande même où les gobelins ont appris une telle chose. Il s'accroupit pour inspecter la situation et se rend compte que des explosifs avaient été cachés sous ces rochers. L'aventurier interpelle son capitaine et lui dit de regarder ce que les autres ont découvert. Mais après avoir compris qu'il s'agissait d'explosifs, il crie à tout le monde de s'enfuir. Malheureusement, il était déjà trop tard. Et puis une énorme explosion a englouti tous les soldats dans la zone. Le souffle était absolument dévastateur. L'impact fut si puissant que les flammes jaillirent de l'entrée de la grotte. L'aventurier resté à l'extérieur sentit l'onde de choc et fut projeté en arrière. Les gobelins avaient-ils vraiment causé cela? À l'extérieur, la grotte avait été presque entièrement détruite. Mavi semble émerveillée et dit que l'idée de Goro était vraiment brillante. Elle lui demande même s'il va bien. À cet instant, il commence à évoluer car il a tué encore plus d'humains. Le prérequis de 30 humains tués avait enfin été atteint, et il était sur le point d'évoluer en guerrier gobelin. Il évolue donc, devenant encore plus fort. Il laisse échapper un profond soupir et dit à Mavi que son corps se sent beaucoup plus puissant qu'avant. Pendant ce temps, l'aventurier survivant enroulait un pansement autour de sa jambe blessée. Il dit avoir averti les soldats que ces gobelins n'étaient pas normaux, mais personne ne l'a écouté. Quelqu'un apparaît soudainement derrière lui et dit qu'il est incroyable que quiconque ait survécu à cette explosion, et on peut voir que c'était Goro en personne. Notre héros sort sa dague et attrape doucement l'humain par les cheveux. Cette douceur est en quelque sorte la partie la plus terrifiante. L'homme tremble tellement qu'il peut à peine répondre. Goro lui dit que s'il veut rester en vie, il doit répondre honnêtement à chaque question. Sinon, il deviendrait le ragoût de ce soir. La scène passe ensuite à une garnison de l'armée. Cet endroit était un camp de survie créé pour les personnes invoquées. L'homme dit même que sa vue lui rappelle de vieux souvenirs. 10 ans avaient passé, et les humains s'étaient beaucoup mieux préparés. Notre héros observait tout de loin et commente que ces humains avaient définitivement amélioré leur équipement. Cependant, avant d'attaquer le camp, il dit à Mavi qu'ils doivent rentrer informer le chaman car après s'être ravitaillés, ils reviendraient attaquer le lendemain. L'humain qui a fourni toutes ces informations demande s'il est enfin autorisé à partir. Il avait marqué sur la carte les emplacements de tous les camps de la région qu'il connaissait. Goro déclare qu'il est un homme qui tient ses promesses, et de ce fait, l'humain est libre de partir en vie. L'homme s'excite immédiatement et demande si c'est vraiment vrai. Alors qu'il commence à s'éloigner, il dit qu'il a hâte de s'échapper de ces sales gobelins. Il se plaint même que ces créatures vertes sont absolument répugnantes. Et juste au moment où il s'apprête à partir, les gobelins se préparent à l'attaquer. Ils commencent immédiatement à poignarder l'homme avec leur dague. L'homme a demandé si Goro n'était pas censé être un homme de parole, mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Il avait déjà commencé à mourir. Goro dit qu'il tient ses promesses, mais qu'il ne peut pas parler pour ses compagnons. Ouais. Les subtilités techniques frappent plus fort que les dagues. Et ainsi, cet humain fut tué près du camp. Après être retourné au campement des gobelins, il explique tout au chaman. Le chaman demande s'il a bien compris la situation. Goro voulait attaquer un groupe d'humains tout seul. Notre protagoniste répond par l'affirmative et explique qu'il a déjà cartographié toute la zone. S'il lance une attaque surprise, ils auront de grandes chances de l'emporter. Juste pour rappel à tout le monde, il cherche cette femme, elle épée sacrée Yuri, parce que c'est elle qui a détruit son village, et il veut se venger. Le chaman se plonge dans une profonde réflexion en se demandant s'il doit ou non soutenir Goro. À cet instant, quelqu'un apparaît et dit à Maître Morgzul, le chaman, qu'il devrait refuser la demande de Goro.
Notre protagoniste se retourne immédiatement pour voir qui a parlé. L'un des chefs de clan déclare que leur priorité devrait être de se renforcer contre les attaques humaines au lieu de les provoquer. Cet homme s'appelait Goff, et il était le chef du clan de la Lune Sombre. Il n'arrête pas de dire que notre protagoniste cause beaucoup trop de problèmes. Le grand chaman pose la main sur son menton et réfléchit attentivement, admettant que l'argument de Goff a du sens, mais il dit aussi qu'il n'a aucune vraie raison de rejeter la demande de Goro. Goff prétend que Goro n'est qu'un nouveau venu, qui essaie déjà de gagner en influence en créant son propre clan. Avec une patience incroyable, notre protagoniste dit à Goff qu'ils pourraient se battre ensemble dans cette bataille, et partager le butin. Cependant, il provoque légèrement tout le monde en disant que seul quelqu'un de courageux oserait combattre des humains à ses côtés. Le gars a activé la compétence de provocation. Complètement enragé, Goff demande si Goro remet en question sa force, et en s'avançant pour l'intimider, il déclare qu'il va prouver sa valeur. Mavi apparaît l'air extrêmement excité et demande à Goro si tout s'est bien passé. À son arrivée, Goff propose un duel d'honneur contre Goro. En entendant cela, Mavi prend peur et s'inquiète que son homme soit en danger. Sans hésitation, notre protagoniste accepte le duel et dit que le vainqueur aura le droit d'exiger n'importe quoi. Mavi panique immédiatement, n'arrivant pas à croire qu'il a vraiment accepté. À cause de cela, le chaman approuve officiellement le duel d'honneur entre Goff et Goro. Quelques minutes plus tard, il se dirige vers l'arène pour un combat à mort. D'un côté se tenait Goff, tandis que Goro se tenait de l'autre. L'un des partisans de notre protagoniste demande à Mavi comment elle a pu laisser leur chef combattre cet homme, et ajoute même que Goff figure parmi les guerriers les plus forts. Mavi essaie d'expliquer qu'à son arrivée, le chaman avait déjà approuvé le duel. Morgzul, le chef et chaman du clan de la Lune Noire, servirait de témoin pour ce duel d'honneur. Le duel ne se terminerait que si l'un d'eux se rendait ou mourait. Les compagnons du personnage principal sont terrifiés, persuadés que Goro est sur le point d'être tué. Et ainsi, le duel commence. Goff entre immédiatement dans un état de furie, déchaînant toute sa rage. Il fonce directement sur Goro, affirmant qu'il va vite en finir et promettant de lui briser tous les os, pour que le garçon ressente une douleur sans précédent. Cependant, notre protagoniste esquive simplement l'attaque et assène un coup de pied directement entre les jambes du monstre. Coup critique, très efficace. L'homme tord immédiatement le visage d'Agonie. Juste après ça, Goro lui assène un coup de poing extrêmement puissant au visage. L'homme s'effondre au sol, inconscient. Le public qui assiste au combat ne comprend pas ce qui vient de se passer. Mavi se demande même si Goro est vraiment aussi puissant. L'homme tente de se relever, pendant que les autres gobelins crient à Goff de ne pas abandonner. Le personnage principal demande à Goff s'il a l'intention d'abandonner. Puisque l'homme ne dit rien, le personnage principal l'enferme immédiatement dans une prise d'étranglement. L'homme commence à baver de douleur, et petit à petit, il perd connaissance jusqu'à s'évanouir complètement. Notre protagoniste dit que Goff possède une force physique incroyable, mais que sa technique est complètement nulle. Mavi saute dans l'arène, disant que Goff est vraiment incroyable. Le chaman reconnaît Goff comme le vainqueur, et accepte donc d'accéder à sa requête. Notre protagoniste remercie le seigneur chaman, et à ce moment-là, quelqu'un l'interpelle. Ce n'était autre que Mavi, déclarant que Goro était son homme alors qu'elle passait ses bras autour du grand gaillard. Un autre gobelin dit que Goro a été incroyable, et qu'il n'a pas cru une seule seconde qu'il perdrait. Ouais. Ce mec ment, c'est sûr. Il a passé tout le combat terrifié à l'idée que le chef allait mourir. Le gobelin affirme qu'à partir de maintenant, il deviendra le bras droit du chef. Quant à Mavi, il suffit de regarder son expression pour savoir exactement ce qu'elle pense, tout le monde. Cette fille est complètement accro. Le chaman appelle notre protagoniste par son nom, et notre héros se tourne vers Morgzul pour lui demander ce dont le seigneur a besoin. Le vieil homme frappe alors son bâton contre le sol. Des étincelles commencent à voler, et un portail s'ouvre soudainement derrière lui. Goro demande immédiatement ce que le vieillard a l'intention de faire avec la magie des portails. Le chaman dit à Goro de venir avec lui un instant, car il y a quelqu'un qu'il aimerait faire rencontrer au jeune gobelin. Et ainsi, ils traversent le portail. Ils arrivent dans un endroit complètement différent. Le personnage principal se contente de suivre le maître chaman. Ils entrent dans une pièce et un autre portail. Celui-ci, d'une lueur dorée, apparaît devant eux alors qu'une magnifique femme gobelin en sort. Goro est sincèrement surpris et sourit même. La femme dit que ça fait très longtemps. Quelques minutes plus tôt, lorsqu'ils sont entrés pour la première fois dans le palais, Goro n'arrêtait pas de demander au vieil homme où ils étaient. Cependant, le vieil homme restait silencieux et disait seulement au garçon de ne pas le quitter d'une semelle. Curieux, Goro dit qu'il fait confiance au maître chaman, mais qu'il veut quand même savoir où ils sont. Une lumière commence à briller au bout des doigts du chaman. Après cela, il dit au garçon de baisser la tête et place sa main sur son front. Il avait officiellement accordé à Goro la permission de fonder un clan indépendant. Puisque le garçon avait prouvé que sa force dépassait les attentes, le chaman lui avait donné le droit de créer son propre clan et l'avait amené ici pour recevoir le soutien de cette femme. Et à cet instant précis, le portail doré s'est complètement ouvert, permettant à la belle gobelin d'émerger. Avec un sourire, elle dit au vieux Morgzul que cela fait bien longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Elle était connue sous le nom de Gobelin Doré. Elle se présente comme le Gobelin Doré, Rum. Elle semblait déjà familière avec Goro et raconte qu'elle a entendu beaucoup d'histoires sur lui,
lui demandant même s'il est venu chercher des armes. Cependant, elle ne donne jamais rien gratuitement et exige toujours quelque chose en retour. Avant toute chose, elle veut en entendre plus sur son histoire et demande au garçon de s'approcher. Il tire une chaise et s'assoit. Il demande même au gobelin doré par où il devrait commencer. Elle lui dit de commencer par le début. Il explique qu'après être mort en tant qu'humain, il s'est réincarné en gobelin. Et ainsi, il lui raconte toute son histoire pendant que le gobelin doré tremble d'excitation. En frappant de la main sur la table, elle déclare que l'histoire est magnifique. Elle affirme que c'est l'histoire la plus divertissante qu'elle ait entendue de toute sa vie. Il pensait qu'elle ne le croirait jamais, mais elle a absolument tout accepté. Après avoir claqué des doigts, de nombreux livres apparaissent soudainement au-dessus d'elle. Le gobelin doré dit que l'histoire est si incroyable qu'elle a l'intention de la consigner dans ses livres. En bougeant ses doigts, une lumière brillante commence à irradier. Lorsqu'elle se lève, elle dit qu'elle adore absolument sa motivation. Elle devient extrêmement excitée, et l'homme se demande s'il y a vraiment besoin qu'elle fasse toute une scène. Il se demande quelle partie de son passé traumatisant cette étrange femme a tant apprécié. Sérieusement, son niveau d'excitation crève le plafond. D'accord. Maintenant que j'ai raconté mon histoire, puis-je enfin avoir les armes? Pleine d'enthousiasme, elle dit qu'il ne peut pas assouvir sa vengeance sans des armes appropriées. En grimpant sur la table, elle lui annonce qu'elle ne va pas lui donner une arme ordinaire. Au lieu de ça, elle compte lui offrir un cadeau spécial, un grand réceptacle. L'homme a l'air complètement confus, et elle lui dit simplement de la suivre. En ouvrant un autre portail, elle lui dit qu'elle va le lui montrer personnellement. La femme était complètement obsédée par les histoires fantastiques. Et à cause de cela, il finit par recevoir un équipement complet. Il était désormais devenu le maître du clan Goro. Maintenant qu'il ressemblait vraiment à un chef, il était enfin prêt à recevoir son cadeau. Il regarde son propre corps et se rend compte que l'armure le rend beaucoup plus imposant. Il pouvait sentir encore plus de puissance affluer dans son corps. La femme se lève et examine attentivement son apparence. Pointant Goro du doigt, elle lui dit de faire attention car elle est sur le point de lui expliquer toutes les bénédictions qu'elle lui a accordées. Il affiche une expression un peu blasée, car il ne lui fait toujours pas entièrement confiance. Pendant ce temps, la scène retourne au camp des survivants invoqués. Il était devenu bien plus fort après avoir obtenu tous ses dons. Même les autres gobelins pouvaient voir au premier coup d'œil que Goro était devenu beaucoup plus puissant. Notre protagoniste dégaine son épée et annonce à ses frères que l'heure de l'attaque a sonné. Ainsi, la horde de gobelins marche vers le camp. Les humains se rendent vite compte qu'une attaque approche, et l'un des soldats se met à courir de panique. Lorsqu'il atteint la chambre du chef, il signale que l'escouade est attaquée. Le commandant demande s'il s'agit du groupe d'assassins. Cependant, le soldat répond que non. Ils étaient en réalité attaqués par des gobelins. Ouais. Personne n'avait prévu le coup. Cependant, l'homme n'accorde pas beaucoup d'attention à l'avertissement car les gobelins sont généralement considérés comme extrêmement faibles. Pendant ce temps, à l'extérieur, la bataille est déjà sur le point de commencer. Goro se souvient du premier cadeau qu'il a reçu de la gobeline dorée. Chaque ennemi tué par les membres de son clan serait aussi comptabilisé comme le sien. Mais il y avait aussi un deuxième cadeau, et elle claque des doigts. Plusieurs panneaux du système apparaissent soudainement devant lui. L'homme est complètement surpris. Comment a-t-elle pu invoquer mes fenêtres de statut? Elle lui explique qu'il pourra désormais ouvrir des fenêtres de mission quand il le souhaite, peu importe où il se trouve. Et c'est ainsi qu'il l'active juste là, sur le champ de bataille. Il remarque même que cela ressemble beaucoup au manga avec système qu'il lisait sur Terre. Pendant ce temps, les gobelins continuent d'attaquer le camp. L'un des soldats bloque une attaque avec son épée et contre-attaque immédiatement, tuant un gobelin. Les autres petits monstres sont effrayés en voyant l'un des leurs mourir. Les humains se mettent à crier des mots d'encouragement, affirmant que les humains ne pourraient jamais perdre face à de simples gobelins. Ils ont promis de donner une bonne leçon à ces déchets. Cependant, notre protagoniste lance sa dague et frappe l'homme de plein fouet. Goro demande exactement qui il traitait de déchets. Les humains se mettent aussitôt à trembler. Le garçon fait remarquer que leur chef d'escouade vient d'être vaincu juste sous leurs yeux. À cause de cela, l'un des soldats prend la fuite en criant que ces gobelins ne sont pas ordinaires. Les autres commencent aussi à fuir de terreur, affirmant qu'il est impossible de les vaincre. C'est alors que Goro réalise que ces humains sont bien plus lâches qu'il ne l'avait imaginé. Les gobelins encensent leur chef, disant qu'il a forcé les humains à s'enfuir. Mais quelque chose tracasse encore Goro. Pendant qu'il parlait avec la gobeline dorée, elle lui a dit qu'il devrait choisir un nom pour son clan. Il y a réfléchi un moment, mais a avoué qu'il n'avait aucune idée. De retour au présent, il retire la dague du visage de l'homme. Il crie alors de toutes ses forces pour que tous ses frères à la peau verte l'écoutent attentivement. Aujourd'hui, il renaissait en tant que guerrier sous la bannière du clan de la Lune Noire. Ils avaient passé leur vie à se cacher dans l'ombre et à fuir les humains, mais maintenant ils allaient reprendre ce qui leur appartenait. Élevant la voix, il déclare qu'à partir de ce jour, ils remporteront encore plus de victoires. En levant son épée en l'air, il annonce le nom de son nouveau clan. Il serait désormais connu sous le nom du clan de la Dague de Sang, et tous les gobelins rassemblés dans le camp se mettent à rugir de joie. Lorsqu'il a révélé ce nom à la gobeline dorée, elle lui a dit qu'elle l'aimait beaucoup et lui a demandé s'il y avait une raison spéciale derrière. La tête baissée, il explique que la première personne qu'il a tuée en tant que gobelin a été abattue avec une dague. Avec un sourire espiègle, la gobeline dorée avoue qu'elle apprécie encore plus l'histoire maintenant.
Ensuite, Goro lui demande pourquoi elle l'aide autant. Elle ne lui donne qu'une seule réponse, son histoire est exceptionnellement puissante. Après s'être assise sur son siège, elle lui explique que les histoires comme la sienne sont extrêmement populaires. Et en l'écoutant, elle a pu ressentir sa colère. Goro ne comprend pas tout à fait ce qu'elle veut dire, mais elle ajoute que sa rage et son désespoir sont d'une sincérité absolue. Pour cette raison, elle veut savoir comment son histoire va se terminer. C'est pourquoi elle a décidé de l'aider. Quoi qu'il en soit, Goro la remercie et affirme que les choses seront beaucoup plus simples avec son aide. Riant doucement, elle lui dit qu'il n'y a pas besoin de la remercier car elle compte bien tirer un grand profit de son histoire. Sur ce, elle lui souhaite une chasse fructueuse. La scène se déplace ensuite vers la 13e unité de garde. Une lettre repose sur la table, contenant un avertissement selon lequel, en raison de l'augmentation des attaques de gobelins, toutes les unités de garde doivent renforcer leur défense. Un homme s'énerve après avoir lu le message et s'exclame que ce doit être une mauvaise blague. Il est impossible que des groupes entiers de soldats puissent être décimés par des gobelins ordinaires. Cet homme n'était autre que Sanjun. Le messager explique que d'après les rapports, ces gobelins ne sont pas des monstres normaux. Cependant, Sanjun écrase simplement le papier dans sa main et le jette sur le messager, disant que tout le monde est idiot de croire de telles absurdités. Mais le messager insiste sur le fait que la moitié d'un camp de survivants a été détruite la nuit précédente. L'homme s'irrite et affirme que cela semble être son ultime opportunité de grimper les échelons de la vie. Le messager demande à son commandant ce qu'il entend exactement par là. Il explique qu'il va saisir cette chance pour éliminer tous les gobelins et s'assurer une position de haut rang. Pendant ce temps, nous apercevons cette fille coréenne enfermée dans une cellule de prison. Quand j'ai dit que cette femme était malchanceuse, je le pensais vraiment. Sa statistique de chance a littéralement quitté la partie. Sanjun commence à provoquer Jang, en lui disant qu'elle va devenir hideuse si elle continue de refuser de manger. Cependant, la femme le traite de répugnant. Avec une expression moqueuse, il lui demande si ce sont là les manières qu'elle a apprises sur Terre. Depuis l'intérieur de la cellule, elle répond qu'elle les a probablement héritées de sa mère à lui. Ce coup critique a fait mouche. L'homme se met immédiatement en colère, la traitant de femme maudite et lui demandant si c'est ainsi qu'elle le remercie après l'avoir si bien traité. Il dit qu'il voulait seulement s'amuser un peu avec elle et qu'elle n'avait pas besoin de le mordre. Je crois que tout le monde a déjà bien compris ce qui se passait ici. Pendant ce temps, la pauvre Jang reste affaissée, plongée dans le désespoir. Il lui ordonne de lever la tête. Toutefois, il avait déjà pris sa décision. Il allait lui montrer exactement ce qu'elle valait vraiment. Il ordonne aux gardes que lorsque les chasseurs de gobelins arriveraient, ils devraient ligoter la femme et la leur jeter. Le garde comprend aussitôt qu'ils ont l'intention d'utiliser la femme comme appât, et remarque même que la petite princesse est complètement condamnée. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, tout le monde. Ils ont ligoté Jang au beau milieu de la forêt. Elle était couverte de blessures et complètement épuisée. Les hommes ont même éparpillé une traînée de pièces le long du sentier, et ces pièces menaient finalement droit à elle. Les chasseurs de gobelins se sont cachés derrière les buissons, attendant que les gobelins apparaissent. L'un d'eux fait remarquer que le piège est terriblement évident, tandis qu'un autre ajoute que les gobelins sont assez stupides pour tomber dans le panneau, puisqu'il n'a jamais cru aux rumeurs affirmant que ces gobelins étaient différents. Le gros et vieux chasseur explique que les pièces ont été semées sur la route pour attirer les gobelins, et les autres se plaignent de devoir gaspiller de l'argent pour ce plan. Il se tourne ensuite vers le chef et lui demande si le piège va vraiment fonctionner. Le vieil homme affirme qu'il chasse des gobelins depuis plus de 35 ans et que cette tactique a toujours fonctionné. Nous voyons ensuite que l'un des gobelins est bel et bien en train de ramasser les pièces. Le chasseur explique également qu'il a placé un collier sur la fille pour attirer les monstres. Les jeunes chasseurs commencent immédiatement à faire l'éloge de leur chef, déclarant qu'il est vraiment un expert dans la chasse aux monstres. Il mentionne même que la femme est belle et douce. Selon l'homme, elle constitue un appât particulièrement efficace car sa chair devrait être délicieuse pour les gobelins. Ouais. Ces types ont réussi à devenir encore plus répugnants que les monstres. Les plus jeunes commencent à se sentir mal à l'aise, persuadés qu'ils vont assister à une scène horrible. Plusieurs heures plus tard, l'un des gobelins tient une pièce. Il est fou de joie car c'est une pièce d'or fabriquée par les humains. Le chef des chasseurs dit à tout le monde de rester concentré car les gobelins approchent. Les petits monstres s'excitent, disant qu'un humain stupide a dû faire tomber toutes ces pièces. Pendant ce temps, notre protagoniste découvre Jang. Elle est ligotée au beau milieu de la forêt. Dès qu'elle le voit, elle se met à pleurer de désespoir. Il lui demande ce qu'elle a fait pour se retrouver là, et fait même remarquer qu'elle est vraiment un sacré numéro. Les gobelins se tournent vers le chef Goro et demandent s'ils ont le droit de manger la femme. Entendre cela la terrifie instantanément. En s'approchant un peu, il lui demande ce qu'elle a fait pour finir ligotée, et se demande en plaisantant si elle n'aime pas un peu ça. Ouais, absolument pas. La pauvre fille était complètement terrifiée. Elle pouvait à peine parler. Il lui demande même si elle a besoin d'aide. Pendant ce temps, les chasseurs préparent leurs arbalètes. Le vieil homme leur dit de viser les jambes des gobelins pour qu'ils ne puissent pas s'enfuir. La fille essaie de dire quelque chose, mais avec son bâillon, elle ne peut pas prononcer un mot. Alors il s'approche et lui retire le bâillon de la bouche. La fille leur dit désespérément de fuir parce que tout ceci est un piège. Cependant, Goro reste parfaitement calme et lui dit qu'il sait déjà que c'est un piège. Il commence alors à énumérer les positions au nord, à l'est et au sud-est. C'étaient les endroits où les gobelins s'étaient déjà déployés pour tendre une embuscade aux chasseurs.
Mavi bande son arc et sourit. Goro explique qu'en réalité, ce sont les humains qui sont tombés dans son piège. Zhang lui demande comment il a réussi à faire tout ça. Je ne sais pas pour vous, mais je les chipe déjà à fond. Jugez-moi si vous voulez. La scène revient 3 jours en arrière. Ils avaient attaqué une ferme, et les gobelins avaient fini par capturer 2 soldats. Notre héros s'approche du fermier et dit qu'il veut prendre toute la nourriture. Il remarque qu'il n'y a que 4 sacs disponibles. Goro commente qu'une si petite quantité est décevante. Mais le vieil homme le supplie d'épargner sa famille, car les gardes sont déjà passés la semaine précédente et ont tout pris. Les derniers sacs de nourriture étaient tout ce qu'il avait réussi à récolter la veille. Le personnage principal se dit que s'il prend toute la nourriture, ces gens mourront de faim. De plus, les 2 soldats étaient en fait en train d'essayer de cambrioler la ferme. Notre protagoniste fait la remarque que les humains sont toujours aussi répugnants. En regardant les 4 sacs, Goro dit que la nourriture ne suffirait à nourrir son armée que pendant 3 jours. Il offre alors 3 pièces d'or au vieil homme. Le fermier demande à quoi sert cet argent. Le personnage principal dit qu'il achète la nourriture et dit au vieil homme qu'il peut aller au village voisin pour acheter des provisions avec ces pièces. Le vieil homme commence à le remercier, disant que cet argent suffira à faire vivre sa famille pendant une année entière. Les autres gobelins demandent ce qu'il doit faire des 2 humains qui pillaient la ferme. Goro répond simplement qu'il ne mérite pas de vivre. C'est ainsi que les gobelins exécutent les 2 bandits. Naturellement, la famille qui a assisté à tout ça est complètement traumatisée. Ensuite, Goro quitte la petite ferme. Dehors, quelque chose attire son attention. Il lâche le sac de nourriture et ramasse un tract. C'est un avis indiquant que la 13e escouade traque les gobelins de la région. À la seconde où il le voit, il entre dans une rage folle. Meyavi arrive et demande si toute la nourriture a bien été emballée. Goro lui dit simplement de rassembler tous les soldats car ils vont lancer une contre-attaque sur les chasseurs. Il devait agir vite pour ne pas être pris au dépourvu. Complètement surexcité, Mevi dit qu'elle scène occupe immédiatement parce qu'elle ferait n'importe quoi pour son homme. La scène revient au présent, et les gobelins sont maintenant installés dans un nouveau campement. Ils sont assis en cercle et mangent des carottes tous ensemble. Pendant ce temps, Mavé est clairement un peu jalouse. La raison en est que Goro est assis juste à côté de Zhang. La fille est affamée, s'empiffrant de pain tout en pleurant à chaudes larmes. La pauvre fille n'a vraiment pas de répit. Goro lui dit de ne pas manger si vite, sinon elle va s'étouffer. Il plaisante même en disant qu'elle doit être la personne la plus malchanceuse au monde puisqu'elle a déjà été capturée 2 fois. Les larmes aux yeux, elle demande s'il est absolument certain de ne pas vouloir d'elle pour voyager à ses côtés. Elle dit qu'elle ferait tout ce qu'il lui demanderait. Pleurant de désespoir, elle avoue ne plus pouvoir vivre ainsi, constamment humiliée et traitée comme une esclave. Mais le protagoniste lui répond avec une expression grave qu'il ne peut pas rester à ses côtés. La femme se met à crier de désespoir. Si tu n'as jamais eu l'intention de vraiment me sauver, alors pourquoi continues-tu à me secourir? Honnêtement, elle n'a pas tort. Il n'arrête pas de la sauver pour ensuite l'abandonner à nouveau. Même Goro lui-même ne comprend pas tout à fait pourquoi il l'a sauvée. Peut-être parce qu'elle est coréenne tout comme lui. Mais il sait qu'il ne pourra pas la protéger jusqu'à la fin de ses jours. Il décide qu'il vaut mieux couper les ponts immédiatement. Il se lève et dit que c'était son erreur et qu'à partir de maintenant, il sortira de sa vie. Cependant, la femme s'agrippe à ses vêtements et dit que s'il compte l'abandonner, alors il ferait mieux de la tuer sur le champ. Goro se retourne, confus, et demande en substance, « Attends, qu'essaies-tu de dire exactement ?» La fille répond qu'elle préfère mourir plutôt que d'être à nouveau l'esclave de ce salopard de Sanjun. À ce moment-là, il lui dit de se calmer et lui demande de répéter ce nom. Il demande si ce Sanjun est le commandant de la 13e unité de garde. Elle dit que oui, et demande s'il le connaît. Reposant son menton sur sa main, Goro dit qu'il le connaît même très bien. Il dit que Sanjun mérite la mort, et demande à Zhang combien de temps elle est restée prisonnière de la 13e unité de garde. Elle répond qu'elle y a été enfermée plusieurs jours, et demande pourquoi il veut le savoir. Il lui dit qu'il veut entendre chaque information qu'elle peut fournir, après quoi il décidera s'il va l'aider ou non. Pendant ce temps, Maeve déborde d'une jalousie maladive. Elle ne comprend pas pourquoi son homme continue d'accorder de l'attention à cette humaine. À cet instant, Goro l'appelle, et Macy se retourne immédiatement avec un énorme sourire. État de jalousie, temporairement guéri. Goro lui dit de rassembler les guerriers les plus rapides et les plus forts. Elle demande, que se passe-t-il? Goro dit qu'il va former une escouade d'élite pour anéantir l'unité de garde. La scène passe au lendemain matin et se déplace dans le bureau de Sanjun. Cette ordure ne prend toujours pas les gobelins au sérieux, mais soudain, un messager se précipite à l'intérieur. Pendant ce temps, Sanjun est dans sa chambre en train de faire quelque chose de plutôt suspect quand le messager fait irruption. Pris complètement au dépourvu, Sanjun commence à se plaindre et dit que l'homme aurait dû frapper avant d'entrer. Le messager dit à son commandant de sortir immédiatement. Sanjun se lève en remontant son pantalon, et on aperçoit une femme cachée sous la table. Dehors, la tête tranchée d'un des soldats de la 13e escouade les attend. Et ce n'est pas qu'une seule tête, plusieurs morceaux de corps ont été empilés. Les gobelins ont délibérément laissé les cadavres juste là. Les soldats commencent à se demander comment les gobelins ont réussi à entrer dans la ville. Sanjun se met à vomir car ces corps appartiennent aux chasseurs qu'il a personnellement engagés pour tuer les gobelins. Il dit même que ces chasseurs étaient des professionnels hautement qualifiés. On dirait que la réalité l'a enfin rattrapé. Il réalise enfin que ces gobelins sont loin d'être ordinaires.